Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence du réseau Énergie qui est organisée en partenariat avec l'AFE. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour échanger autour de la problématique des luminaires sans reste à charge. Donc, vous avez peut-être été sollicité pour obtenir des luminaires dits gratuits, donc sans reste à charge, comme je viens de le dire, et donc à poser sur vos parcs d'éclairage public en remplacement de vos foyers les plus vétustes. Mais même si cette proposition est intéressante, il ne faut pas oublier que l'acquéreur reste garant des matériels proposés et que la procédure pour acquérir ces derniers doit se conformer aux règles de la commande publique. Donc ce matin, vous obtiendrez des réponses très pratico-pratiques qui vous permettront justement d'aborder sereinement ce sujet. Donc, la session de ce matin, elle aura pour but donc, de faire le point sur ces luminaires dits gratuits, de connaître les mécanismes de financement des appareils CD sans reste à charge, de savoir quel formalisme administratif doit recouvrir ce type d'acquisition, et puis de veiller donc tout simplement à une maintenabilité optimale des luminaires. Donc, pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir M. Roger Couillet, qui est responsable éclairage public à la ville de Douai, mais également co-animateur du groupe AFE Collectivité, et qui est accompagné de M. Wilfried Kopek, qui est responsable du service au sein du SDEC Énergie et qui est également membre de l'AFE. Donc, bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour Alicia. Et alors, juste avant de vous céder la main, je rappelle juste à nos participants qu'ils peuvent bien évidemment interagir avec nous. Donc, si vous avez envie de réagir par rapport à ce qui va être évoqué, si vous avez des questions, sachez que vous pouvez nous les poser. Vous avez un module de dialogue qui va vous permettre justement d'échanger avec nous tout au long de cette webconférence. Donc, si vous êtes sur Zoom, ça sera tout en bas, module QR comme question-réponse. Et si vous êtes sur Vimeo, ce sera sur la droite, vous y trouverez le module de discussion. Donc voilà, je vais désormais laisser la main à M. Kopek et à M. Couillet. Et bien évidemment, je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci. Merci Alicia. Écoutez, bonjour à tous. Donc Wilfried Kopek. C'est moi qui vais commencer la conférence et Roger ensuite interviendra en seconde partie. Voilà, donc j'ai repris la main et comme l'a introduit Alicia, on va parler pendant une heure et quart des luminaires sans reste à charge qui pourtant ne sont pas gratuits. Donc, quels sont les thèmes que l'on va aborder? Tout d'abord le contexte, ben oui, savoir pourquoi aujourd'hui on se réunit. Voilà, qu'est-ce qui a généré cette réaction? On doit forcément revenir sur le principe des certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E, qui sont vraiment au cœur de la problématique qui nous intéresse ce matin. On va devoir reparler des règles de la commande publique, et notamment, et surtout, des règles de la commande publique dans le cas de cession de C2E. Sinon, je pense qu'autour de la table aujourd'hui, on a plusieurs acteurs des collectivités. Donc, les règles de la commande publique, ils les connaissent. Par contre, comment ils s'adaptent dans le cas de cession de C2E, c'est ce que l'on va voir. Et puis, donc Roger Couillet vous parlera des standards de qualité technique. Effectivement, si on parle de luminaires CD sans reste à charge, il n'en reste pas moins que la qualité technique attendue doit être au rendez-vous. Donc le contexte, c'est l'arrivée sur le marché. Alors tout au long de la présentation, on va les appeler des prestataires, des fournisseurs. C'est bien d'eux dont je veux parler. Donc peut-être que la sémantique va un petit peu évoluer, mais le prestataire, c'est bien, ou le fournisseur, c'est celui qui va fournir des luminaires à 0 € ou à 1 €. La proposition a évolué ces derniers mois. Alors on parle de mois parce que c'est à la fin de l'année 2020 que les prestataires, les fournisseurs ont pu nous proposer ce type de fourniture. Alors au début, on était plus sur des fournitures à 0 €, ce qui a muté en des fournitures à 1 €. Et on est bien sur une fourniture seulement. Alors entre parenthèses, j'ai pu mettre pour le moment, car pour avoir rencontré dans mon activité professionnelle, donc je suis
responsable d'un service éclairage public pour un syndicat. J'ai pu rencontrer un de ses fournisseurs et il avait potentiellement la velléité d'y associer une prestation de pause. Aujourd'hui, non recensé, ça n'a pas été mis en œuvre, en tout cas pas sur le département sur lequel j'œuvre. Alors comment c'est possible? Comment on peut arriver à céder du matériel à 0 ou à 1 euro, ce qui ne fait pas une grosse différence, si ce n'est dans l'administratif? C'est que la collectivité va devoir se départir de quelque chose, c'est de ces certificats d'économie d'énergie, les C2E. Et également un modèle récent, un financement par le biais d'obligations vertes, les green bonds. Alors, je vais évacuer tout de suite les green bonds parce que c'est vraiment un domaine dans lequel je suis absolument pas spécialiste. D'ailleurs, à part dans les domaines techniques, où là, avec Roger, je dirais que c'est plus notre cœur de métier. Le reste, c'est évident qu'on a pris la tâche de nos services marchés pour bien comprendre, et de nos services énergie ou transition énergétique, pour bien comprendre le fonctionnement des C2E et derrière les règles de la commande publique. Alors, les green bonds, très clairement, je ne suis pas du tout un expert. Donc, je fais comme un peu tout le monde, je suis allé voir sur Internet de ce dont on parlait. Et ce sont des obligations vertes. Alors, par rapport à tout le texte, je vais vous lire la fin. Donc, la différence par rapport aux obligations classiques, excusez-moi, je bouge, voilà, tient dans les engagements pris par l'émetteur, d'une part, sur l'usage précis des fonds récoltés qui doit porter sur des projets ayant un impact favorable sur l'environnement. Donc, là, le renouvellement des luminaires les plus vétustes, on est bien dans ce cas-là. Et d'autre part, l'engagement doit être porté sur la publication chaque année d'un rapport rendant compte aux investisseurs de la vie de ces projets. Donc, on est bien sur un système d'obligations avec quelques engagements supplémentaires. Ce système de green bonds, on l'a vu mis en place, par exemple, chez Fiat, qui a pris des obligations chez Tesla pour, à un moment donné, répondre à des besoins d'impact favorable sur l'environnement. Pourquoi? Parce que Fiat, alors maintenant je crois que c'est réglé, mais à un moment donné, n'avait pas de véhicule électrique. Donc, il ne pouvait pas, pour intégrer certains marchés, notamment le marché européen, mettre en avant des actions pour l'environnement. Et il fallait lui en mettre. Et donc, à partir de là, il prend des obligations vertes chez Tesla et on règle la question. Donc ça, voilà ce qui nous a été présenté par les fournisseurs en question. Je n'ai pas plus d'informations sur le sujet, mais il faudrait les interroger lorsqu'un de ces fournisseurs vient sur votre territoire pour savoir jusqu'à quelle hauteur, effectivement, il y a d'autres entreprises qui ont investi dans son entreprise, sous la forme d'obligations. Les C2E. Alors là, on n'est pas sur quelque chose de récent, on est sur un système qui existe depuis 2006. Voilà. Et qui repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d'énergie. Donc on voit là une notion qui se dégage, c'est la notion d'obligé. Alors les obligés, ce sont les fournisseurs d'énergie qui doivent promouvoir activement les actions d'efficacité énergétique auprès de leurs consommateurs. Donc, les obligés doivent promouvoir des actions en faveur de l'efficacité énergétique. Un petit schéma. Donc, dans le monde de ces deux E, on va avoir les obligés, les délégataires, les éligibles et les bénéficiaires. Donc là, on va découvrir là maintenant comment on se répartit en fonction de nos différents métiers, qu'on soit un fournisseur, une entreprise, une collectivité, un particulier, comment on se répartit. Les obligés, je vous en ai déjà parlé, ce sont bien les fournisseurs d'énergie. D'ailleurs, électricité, gaz naturel, GPL, chaleur-froid, fuel, distributeur de carburant. Et eux, ils doivent réaliser une obligation d'économie d'énergie qui va être matérialisée par des certificats d'économie d'énergie. Ces C2E, leur unité, ça va être des kilowattheures QMAC ou des mégawattheures QMAC. On reviendra sur cette notion
lorsqu'on verra les différentes fiches standardisées. Ces obligés, ils doivent présenter à l'État les C2E obtenus grâce à leurs actions sous peine de pénalité. Donc voilà pour les obligés. Je reviens sur les délégataires après. Voilà, c'est un petit peu ce sont des entremetteurs, des tiers. Donc je reviens après dessus. Ensuite, on a les éligibles. Donc, un petit peu comme les obligés, à une différence près. Donc, ils ont le droit d'obtenir des C2E, mais une différence près. Ils n'ont pas de contraintes, ils n'ont pas d'obligation. Donc, pour eux, possibilité de déposer en propre leur C2E pour les revendre à un obligé, parce que l'obligé, à un moment donné, il ne va pas avoir suffisamment d'actions pour pouvoir présenter à l'État un rapport positif. Il va falloir qu'il en achète. Il va pouvoir en acheter aux éligibles. Ou alors, l'éligible, il peut donc ou bien les revendre à un obligé, ou bien les valoriser au travers d'un partenariat avec un obligé. Cette notion, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va le voir. On va en reparler parce qu'effectivement, les fournisseurs de luminaires sans reste à charge ont des partenariats avec les obligés. Alors, ça peut être EDF, ça peut être Totalgaz, mais en tout cas, ils ont contacté les obligés. Là, l'obligé dit, oui, effectivement, moi, de par mes actions, je n'ai pas encore assez de C2E, donc je vais aller capter, je vais vous racheter celles que vous allez obtenir par la vente de vos luminaires. Qui sont les éligibles? Les collectivités publiques. Voilà, collectivités territoriales, groupements de collectivités et établissements publics. Les sociétés d'économie mixte, des bailleurs sociaux, l'ANA. Et les bénéficiaires, au final, celui qui va retirer une somme d'argent de ces C2E, eh bien, ce sont bien les entreprises, les particuliers, les collectivités. La collectivité, effectivement, qui est éligible, à un moment donné, si elle vend en propre ces C2E, elle va bien en retirer un certain montant. Alors, quand je vous dis un certain montant, hein, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'éclairage public, à un moment donné, je vous dirai en sonnant et trébuchant à quoi ça va correspondre sur le marché. Alors, il y en a un dont je ne voulais pas parler, c'est le délégataire. Ben, en fait, c'est un tiers. Parce que le système, vous l'imaginez, il n'est pas si simple que ça. Même s'il existe depuis 2006, il n'est pas si simple que ça. Alors, il est simple pour des gens comme moi qui ont la chance d'avoir un département de transition énergétique avec des agents, des ingénieurs qui vont valoriser différents travaux. Parce qu'on a de la valorisation de C2E en éclairage public, mais on en a dans plein de domaines. On en a dans le bâtiment, on en a dans le tertiaire, on en a dans l'industriel. Tout ce qui va être bon pour la transition énergétique. Donc, je suis dans un syndicat d'énergie où on va travailler notamment sur la transition énergétique, les bâtiments. Eh ben, à un moment donné, ces C2E, on les massifie ensemble et on va les revendre. Donc, je dis que ce n'est pas si compliqué pour moi parce que j'ai des gens pour m'en occuper. Autrement, effectivement, il faut se prendre un petit peu par la main pour une collectivité qui ne serait pas structurée pour les vendre et en tirer le bénéfice. Mais si on ne peut pas se prendre par la main, par manque de temps, manque de connaissances, manque de compétences, eh ben, on peut demander à un délégataire. Et lui, il va faire l'interface. Alors forcément, il a un coût. Là où on pourrait récupérer, on va dire pour un luminaire, allez, lâchons un premier chiffre, entre 60 et 70 €, eh ben, ce délégataire, il va vous en prendre une partie, et c'est bien normal, pour aller chercher cette somme d'argent. D'ailleurs, pour les collectivités qui sont autour de la table, si on décide de prendre un délégataire, il faudra bien penser à une mise en concurrence parce que dans ce qu'il va aller chercher comme pourcentage, eh ben là, il peut être différent forcément d'un délégataire à l'autre et on a une mise en concurrence qui est obligatoire. Alors maintenant, un deuxième petit graphe pour comprendre que tout va, oui, vous voyez ma souris, que tout va graviter autour d'une bourse d'échange, un marché d'échange des C2E. Donc on est vraiment sur une bourse. Et au-dessus de nous, on va avoir le pôle national des C2E. Le PNC2E, extrêmement important, c'est lui qui va valider la dépose des demandes des éligibles et des obligés. On lui envoie les dossiers. Pour que ça soit clair, je vais prendre
le cas du syndicat dans lequel je travaille. On a fait de la rénovation sur l'éclairage public et sur les bâtiments à longueur d'année 2020. Et à la fin de l'année, on décide de monter un dossier. Donc, on est éligible parce qu'on n'a pas l'obligation, mais on le fait. On monte le dossier et on va le déposer, notre demande, auprès du pôle national, du PNC2E. Le PNC2E a quelques mois pour nous répondre, pour vérifier l'éligibilité de ce dossier, pour voir si ce que l'on demande est bien conforme à des fiches standardisées. Si c'est bon, il me délivre les C2E. Il a exactement la même démarche auprès des obligés. Les obligés déposent, le PNC2E analyse, et derrière, il lui délivre une certaine quantité de C2E qui est un nombre de kWh Qmac. Et là, une fois que l'éligible et les obligés ont ces C2E, eh ben, ils vont aller les mettre sur un marché d'échange, une bourse. Nous, voilà, on en est au stade, donc novembre, décembre, on a déposé nos demandes auprès du PNC2E, une analyse, il nous manquait quelques éléments, notamment de localisation. Les dossiers sont assez précis. Hein. C'est là où on voit qu'il faut ou un délégataire ou des agents pour traiter ça, parce que derrière, il y a du temps à y consacrer. Donc là, on avait une demande de localisation. On a fourni cette demande complémentaire et le PNC2E vient de nous délivrer les C2E. Donc, je suis à la tête de quelques milliers de kWh Qmac que maintenant, je vais mettre sur une bourse. Alors, quand est-ce que je les mets sur la bourse? Eh bien, quand le prix du kWh Qmac est intéressant pour moi. Alors, il a bien évolué ce prix hein, depuis 2006. Alors, moi, je le suis depuis 2012, pour être très précis, mais on est quand même passé de 4 à 8 euros. Donc, aujourd'hui, il est autour de 8 euros du mégawattheure Qmac. Donc, voilà le prix d'un C2E. 8 euros du mégawattheure Qmac. On peut s'attendre dans les mois à venir à une baisse. C'est annoncé, alors non pas, encore une fois, par moi qui ne suis pas un expert, mais par les courtiers avec lesquels on est en relation, qui nous disent, et effectivement, si vous allez sur le site de l'AT2E, alors l'AT2E, hein, je vais vous mettre à l'écran, je suis sur leur site tout simplement, donc c'est l'association technique énergie-environnement. Vous avez toutes les explications sur les C2E et vous avez également les cours des C2E. Vous pouvez aller aussi sur le site EMI, E2MY, E2MY, pour voir les cours des C2E, mais pour voir également la quantité de C2E déposés. Et on peut se dire une chose, ça c'est comme toutes les bourses, plus on va avoir une quantité importante de C2E déposés sur la bourse, moins le prix de rachat va être bon. Là, on va avoir une offre importante. Et là, aujourd'hui, on est dans ce cas-là. L'offre des C2E déposés est importante. Donc, nous, par exemple, on va certainement prendre la décision de vendre rapidement parce qu'on est encore autour de 7-8 euros et on craint une petite baisse. Je dis bien on craint, c'est un marché, ça peut ne pas se passer comme ça. Alors ensuite, vous avez d'autres relations qui existent entre les obligés et les bénéficiaires. Voilà, pour ceux qui ont pris des contrats en direct. Et puis le partenaire qui accompagne. Alors, les fiches. Alors, comment, une fois qu'on a compris le système, à combien on va pouvoir avoir le droit en revendant ces C2E? Comme je vous l'ai dit, hein, l'éclairage public, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais il y a plein d'autres domaines. Allez sur le site de l'AT2E et vous verrez, donc on a l'agriculture, le bâtiment résidentiel, le bâtiment tertiaire, l'industrie, les réseaux, l'éclairage public fait partie des réseaux bien sûr, et le transport. Si vous cliquez sur les réseaux, vous allez avoir de nombreuses fiches qui s'affichent. On parle de réseau de chaleur, on parle de beaucoup de réseaux de chaleur. Et on parle pour les fiches RES EC 101 jusqu'à 107 de l'éclairage public. Alors, qu'est-ce qu'on peut valoriser en éclairage public? Je vous l'affiche. Donc, ce sont les fiches là. Hein. On peut valoriser les systèmes de régulation de tension en éclairage extérieur. On peut valoriser les systèmes de maîtrise de la puissance réactive en éclairage extérieur.
On peut valoriser le système de variation de puissance en éclairage extérieur et le système de rénovation de l'éclairage extérieur. Et enfin, les horloges astronomiques. Ce qui nous intéresse dans la proposition des fournisseurs pour les luminaires sans reste à charge, c'est la fiche RSEC 104. C'est celle-ci. Elle est ici. Voilà. Donc là, elle vous dit qu'elle n'est pas si exigeante que ça, cette fiche. Elle va parler de luminaires avec deux cas qui vont être plus ou moins bien valorisés. Le premier cas, c'est le cas où le luminaire a une efficacité lumineuse supérieure à 90 lumens par watt et un ULOR inférieur à 1%. Pour les LED, on parlera d'ULR inférieur à 3%. Je dirais que c'est le maximum des exigences. C'est le luminaire le plus vertueux. Alors, pour ceux qui achètent des luminaires actuellement, on s'aperçoit déjà qu'on peut aller plus loin. Hein. On est au-dessus de 90 lumens watts à aujourd'hui. On voit également que la fiche peut être considérée comme pas tant vertueuse que ça. Pourquoi? On ne parle pas de puissance dans cette fiche. Alors que, malgré tout, la puissance du luminaire, elle est importante et on n'en parle malgré tout pas. Alors, c'est des débats qui existent déjà et qui feront peut-être un jour évoluer cette fiche. Pour l'instant, c'est celle-ci. Deuxième cas, c'est un luminaire avec une efficacité lumineuse encore moins bonne, 70 lumens par watt, avec un ULOR inférieur à 10%. Ou pour les luminaires LED, un ULR inférieur à 15%. Donc voilà la fiche, pas trop exigeante. Qu'est-ce qu'elle vous dit ensuite? En fonction de ces fameux deux cas, donc en fonction de l'efficacité du luminaire, et bien dans le meilleur des cas, vous allez valoriser 9300 kWh QMAC. 9 MWh QMAC, 9,3. Et pour le cas le plus défavorable, 7,2 MWh QMAC. Je vous ai donné le prix à aujourd'hui, on est à 8. Donc, ce que vont récupérer les fournisseurs qui vous proposent des luminaires sans reste à charge ou ce que la collectivité va récupérer en direct, c'est bien 9,3 que multiplie 8 à aujourd'hui ou 7,2 que multiplie 7 à aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est assez simple. Hein. Donc, on est entre 50 et un gros 70 € du luminaire. Donc, on voit que, je reprends la petite présentation. Voilà. On sait maintenant ce que rapporte un luminaire par la vente des C2E et on voit que le processus n'est peut-être pas si simple que ça si on n'a pas un délégataire, ce qui n'est pas non plus très compliqué à obtenir. Hein. Il faut aussi passer un marché public pour les collectivités, ou si on n'a pas des agents. Alors là, les fournisseurs, eux, ils s'interfacent un petit peu comme ils font le boulot pour vous. Voilà. Ils vont vous dire, on s'occupe de tout. Et bien sûr, ils ont travaillé avec des obligés, EDF et Total, pour être sûrs d'un rachat de leur C2E. Dernier point sur les C2E, quand on a une collectivité et qu'on va vendre en direct sur la bourse, il faut s'inscrire sur un site EMI. Voilà. Donc là encore, il y a un peu d'administratif. Il faut s'inscrire sur ce site. Ça, je vous en ai parlé. Donc, c'est des partenariats qui ont été noués entre les fournisseurs de luminaires sans reste à charge. Je vous ai mis ceux que je connaissais aujourd'hui. Hein. C'est ceux parce qu'ils en font la promotion. Donc, c'est avec EDF ou Total. Donc, voilà. Donc, dans ce qui nous est présenté par les fournisseurs de luminaires sans reste à charge, on voit bien que le système, il est vertueux. Il existe depuis 2006 pour les C2E. Il est beaucoup plus récent pour les obligations vertes. Mais quoi qu'il arrive, il est vertueux. Et il permet aux investisseurs de récupérer de l'argent, donc une aide, pour favoriser les travaux. Ça marche bien. Maintenant, quand on est un acheteur public, parce que pour l'éclairage public, on s'adresse essentiellement quand même aux collectivités, hein,
que ce soit des collectivités en nom propre, pour les villes qui ont la compétence éclairage public, ou pour les syndicats d'éclairage, voilà, tel que le nôtre, qui vont représenter plusieurs communes d'un même département. Les syndicats sont à maille départementale. Donc là, il va falloir respecter les règles de la commande publique. Les règles de la commande publique pour les cessions de C2E. Alors, la note sur laquelle on travaille dans cette présentation, elle est de 2013. Donc, première réflexion, c'est une note qui est datée. Ça mérite certainement une mise à jour, et ça mérite surtout de la part d'une collectivité qui voudrait partir, et il y en a quelques-unes qui sont parties, de prendre une attache juridique forte. Alors aujourd'hui, on a tous une prestation avec un avocat ou un service juridique en ligne. Dans les communes, vous pouvez avoir de l'assistance téléphonique, vous pouvez avoir... Il y a plein de choses qui existent. Ne pas hésiter, surtout quand on a une assistance téléphonique, je sais que c'est des forfaits qui se prennent à l'année, ne pas hésiter à les interroger pour voir si l'analyse que vous faites du sujet est la bonne. Parce qu'encore une fois, là, la présentation que je vous fais date de 2013. Elle a le mérite, par contre, de coller vraiment au principe de la commande publique. C'est-à-dire que moi, quand je suis allé interroger mon service marché, c'est la seule note qu'il a pu me ressortir, et l'esprit dans laquelle est la note est celui de la commande publique en général. On va voir dans le cas de cette note, il y a 4 situations qui se distinguent. Nous, il n'y en a que 2 qui vont nous intéresser. C'est-à-dire dans lesquelles on va pouvoir, aucun cas ne correspond vraiment parfaitement à ce qui est proposé par les fournisseurs de luminaires sans reste à charge. Mais on peut l'adapter, parce qu'il y a quelque chose qui dit en droit français qu'il faut toujours chercher à se rapprocher du cas qui existe. Voilà. Et de s'en servir pour pouvoir travailler. Le premier des cas annoncés dans la note, c'est la vente des C2E obtenue par la collectivité auprès du PN-C2E. Donc, c'est le cas où la collectivité va, ce que je vous ai illustré, nous, on fait les travaux, on achète des luminaires, mais je ne demande pas aux fournisseurs de me faire la prestation de vente de C2E et d'ailleurs de les garder, c'est moi qui les garde. Et donc, je dois prendre un compte émis, je dois me rapprocher du pôle national sur les certificats d'économie d'énergie, je dois faire toute la démarche. Et là, je peux obtenir mes C2E. Donc là, on voit bien que les fournisseurs qui proposent des luminaires sans reste à charge ne sont pas dans ces cas-là. La collectivité, une fois qu'elle a cédé ses C2E, elle ne peut plus les revendre. Donc le cas 1 de la note, on n'en parle pas. Deuxième situation. Alors là, je vais devoir vous le lire. C'est la cession du droit à réclamer des C2E d'une opération, toujours mon petit problème d'écran, voilà, d'une opération préalablement aux travaux et indépendamment du marché de travaux. Alors, celui-ci, on peut se couler dedans. Donc, préalablement à la réalisation des travaux par la collectivité dans le respect des règles de la commande publique qui lui sont applicables. Donc, on voit quand même que lorsqu'on va être en phase travaux, il va falloir respecter la commande publique. Respecter la commande publique, c'est la mise en concurrence. La collectivité conclut un partenariat avec un obligé afin d'obtenir une participation financière en échange de la cession du droit à réclamer les C2E qui seront obtenus à l'issue des travaux. On voit qu'il y a un partenariat avec un obligé qui est conclu. Oui, les fournisseurs de luminaires sans reste à charge nous disent qu'ils ont un partenariat avec des obligés, ça colle. Et on nous parle d'une participation financière. Ah, on nous parle d'une participation financière. Là, on voit peut-être l'explication du passage de 0 € en fin d'année 2020 à 1 €. 1 €, c'est bien une participation financière. En échange de la cession du droit à réclamer les C2E qui seront obtenus à l'issue des travaux, là, oui, c'est bien ce qui est fait par les fournisseurs. Donc, on voit que cette deuxième situation, elle peut coller. On pourrait travailler sereinement avec celle-ci. Par contre, la suite dit que le partenariat entre l'obligé et la collectivité ne relève pas de la commande publique, si les critères suivants sont réunis. La convention prévoit l'équivalence financière entre la participation financière et le C2E cédé. Je reviens après. La participation financière n'intervient pas avant la fin des travaux.
OK. La convention ne prévoit aucune prestation de service du partenaire au bénéfice de la collectivité. Alors là, on voit dans le cas qui nous intéresse, pour les deux derniers tirets, ça marche. La participation financière n'intervient pas avant la fin des travaux. Ça peut, dans ce qui va exister comme document contractuel entre le fournisseur de luminaires sans reste à charge et la collectivité, on peut l'inscrire, que ce soit sous la forme d'un bon de commande, d'une convention, d'un marché. On va pouvoir l'écrire. La convention ne prévoit aucune prestation de service du partenaire au bénéfice de la collectivité. Ça aussi, on peut l'écrire. Par contre, c'est un tout petit poil en désaccord avec ce qui m'a été, moi, présenté lorsqu'on est venu me démarcher. C'est-à-dire que si je ne savais pas poser le luminaire, on pourrait me proposer une prestation de pose. Si on me prévoit une prestation de pose, il va falloir que j'entre dans les règles de la commande publique. Donc, à aujourd'hui, je n'ai pas entendu parler de la fameuse prestation de pose qui pourrait venir en complément. Je pense qu'une des explications, c'est que là, il n'y a pas à tortiller, pour être un peu trivial, il faudra passer par la commande publique. Donc, on voit que si on peut respecter, malgré tout, les deux derniers tirés. Par contre, le premier, la convention prévoit l'équivalence financière entre participation financière et C2ECD. Ça, c'est de ce que j'ai vu actuellement comme document, c'est pas mis. C'est-à-dire qu'en gros, à aujourd'hui, les documents que j'ai pu voir passer, que ce soit sous la forme de bons de commande ou de convention, ils ne disent pas quelle est la valeur in fine du C2ECD. Là, clairement, c'est un manque. Si on ne sait pas à combien collectivité on cède, alors il faut écrire un marché. Parce qu'effectivement, la collectivité, ce n'est pas gratuit pour elle. Elle cède quelque chose. Donc, à minimum, il faut qu'on lui donne le montant cédé. Donc, il faut bien que le fournisseur ait vu avec son obligé et qu'ils aient un contrat qui dise, voilà, moi, je bloque mon prix du kilowattheure QMAC à 7, 8, 9, 10 euros, j'en sais rien. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, la collectivité qui va céder ses C2E, elle, il faut qu'elle le sache. Il faut bien qu'on ait un principe d'équivalence financière. Donc, on voit que là, ça peut coller si on connaît bien l'équivalence financière et la valeur des C2ECD. Alors, moi, j'avais mis là, à l'époque, difficile de se placer dans la deuxième situation, car effectivement, je n'ai jamais vu la participation financière, si ce n'est que celle de 1 euro, et que je n'ai pas la valeur des C2ECD. Troisième situation. Valorisation des C2E dans le cadre de la procédure de passation d'un marché de travaux. Très clairement, je l'élimine d'office, on n'est pas sur un marché de travaux. Dernière situation, alors celle-ci, elle peut tout à fait convenir. Vous remplacez juste dans ce que je vais vous lire le mot travaux par le mot fourniture. Et là, ça colle. Donc, certaines entreprises de bâtiments proposent spontanément à des collectivités de réaliser des travaux, des fournitures, sur leur patrimoine dont le financement est assuré intégralement par la valorisation des C2E procurés par les travaux ou par les fournitures. Oui, ça c'est bien ce qui nous est arrivé. Or, les travaux que l'entreprise propose sont effectués à titre onéreux pour répondre à un besoin de la collectivité. Oui. L'abandon de recettes que constituent les C2E confère en effet au contrat un caractère onéreux. Donc, lorsqu'on abandonne ces C2E, ça confère au contrat un caractère onéreux. Donc, s'il y a un caractère onéreux, ils répondent donc à la définition d'un marché public de travaux et doivent être soumis aux règles de la commande publique. On remplace travaux, fourniture par travaux. Ils répondent donc à la définition d'un marché public de fourniture et doivent être soumis aux règles de la commande publique. Il n'est donc pas possible pour une collectivité de contracter directement avec une entreprise pour la réalisation de travaux ou d'une fourniture sans publicité et sans mise en concurrence, y compris lorsque cette relation contractuelle naît d'une offre spontanée présentée par un opérateur économique. Les travaux ou les marchés de fourniture doivent faire l'objet d'un marché public de travaux ou de fourniture. Donc on voit bien que si on remplace le mot travaux par le mot fourniture, tout y est. Tout y est. Alors moi, quand j'ai pris la tâche de mon service marché, et là pour le coup avec des gens dont ce n'est que le métier,
Nous, lorsqu'on se présente à eux, on rédige des CCTP et eux, ils rédigent les CCAP. Je leur ai présenté la situation, ils ont repris cette note et ils m'ont dit on pourrait s'interfacer ou dans le cas numéro 2 ou dans le cas numéro 4 de la note. Le cas numéro 2 peut nous embêter parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'on veuille nous donner la valorisation précise des C2E. Et ce qui est le plus sécurisant pour une collectivité, c'est le cas numéro 4. C'est-à-dire, on accepte, mais on fait une mise en concurrence. Alors, d'ailleurs, depuis que des fournisseurs sont apparus, ce n'est pas un fournisseur qui est apparu, ce sont des fournisseurs sans reste à charge. Alors après, comment pour une collectivité travailler avec tel ou tel fournisseur? Ça devient compliqué si on ne ferait pas une vraie mise en concurrence. Alors, la mise en concurrence, elle n'est pas que sur l'aspect technique des choses qui va vous être présenté par Roger Couillet, elle n'est pas que là-dessus. Elle porte également sur un volet administratif, alors qui est très administratif, je vous le concède, où on prévoit plein de cas, plein de cas, où on peut prévoir jusqu'à, enfin, on s'entend très mal avec le fournisseur à un moment donné, on va résilier, il y a des pénalités. C'est vrai que quand on le rédige, on se dit, oh là là, des fois on va loin, parce qu'on imagine des situations qui ont dû se produire si on y a pensé, mais qui se produisent heureusement pas souvent, mais malgré tout, on les prévoit. Ça a un avantage, c'est qu'effectivement, lorsqu'il nous arrive un désagrément dans le suivi de marché, eh ben, on a malgré tout des possibilités pour continuer à fonctionner ou pour se séparer. Là, de ce que l'on a vu, si on n'établit pas un document en bonne et due forme, un CCAP, voilà, qui est des clauses administratives particulières, qui d'ailleurs se réfèrent à un CCAG, qui est des clauses administratives générales, eh ben, on est sans rien. Si par exemple, vous partez avec un fournisseur qui, en cours de marché, décide de vous proposer un autre produit, bon, ben, si on n'a qu'un bon de commande entre les mains qui définit à peine le produit, eh ben, compliqué pour s'y opposer. Si on décide de lieu de stockage et que ce lieu de stockage évolue en cours de temps à la demande du fournisseur ou à l'imposition du fournisseur, comment se retourner? Les températures de couleur, comment être sûr qu'elles restent les mêmes? Bref, toute la technique que Roger va vous décrire. Un exemple tout simple, lorsque nous, on passe des marchés de fourniture, on demande des échantillons. Alors, quand on l'écrit, on se dit, voilà, mais j'enfonce des portes ouvertes, quoi. Pourquoi je l'écris? Mais on l'écrit quand même. Ben, on veut des échantillons qui soient conformes à ce qui sera produit. Moi, j'ai été démarché pour des fournitures de matériel sans reste à charge et j'ai eu entre les mains un échantillon. Très clairement, cet échantillon, jamais il n'aurait pu passer la barre d'un marché public en bonne et due forme parce que techniquement, il ne répondait pas à nos attentes. Je dis bien aux attentes que l'on a intrinsèquement dans notre syndicat. Il ne répondait pas. La réponse qui m'a été faite, c'est un échantillon qui n'a valeur que d'échantillon, mais qui n'est pas représentatif de ce qui va venir plus tard. Au final, ça, moi, je ne sais pas travailler. Si l'échantillon que j'ai entre les mains n'est pas conforme à la production, je ne vais pas pouvoir le commander. Ça, un CCAP le précise. Lorsque vous nous remettrez votre offre, vous nous remettrez un échantillon conforme au matériel qui sera posé. Donc, on voit bien que pour traiter de tout, ce n'est pas des problèmes, mais de toute la vie que l'on va derrière avoir avec le fournisseur. Et quand on a un certain volume, cette vie, elle peut durer au moins 1 an. Et bien, il faut bien qu'on ait des règles de vie ensemble et qu'un bon de commande semble très court pour pouvoir acheter ce type de matériel. Voilà, donc, la conclusion sur les règles de la commande publique pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est OK, c'est un peu daté, mais on voit bien que les C2E existent depuis 2006 et qu'en 2013, la commande publique a statué. Donc, malgré tout, il y a un texte. Nous, ce que l'on conseille, ce que je conseillerais en tant qu'AFE, c'est de se placer dans la 4e situation, parce que c'est celle qui va aborder le plus celui qui va acheter. On aura un vrai contrat d'achat
Et on ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir mis en concurrence parce qu'il va y avoir plusieurs prestataires. Parce qu'encore une fois, l'idée est plutôt bonne. L'idée, c'est de ne pas perdre des C2E qui existent et qui peut-être ont été sous-utilisés par les collectivités de par la complexité du système. Donc très clairement, l'idée est plutôt bonne. Et en tout cas, elle va dans le sens de ce que veut faire l'État avec les C2E. Donc oui, il faut l'utiliser. Par contre, l'utiliser dans le cas le plus sécurisé pour une collectivité, à savoir rentrer dans le cas d'un vrai marché public. Si vous avez un doute, si vous vous dites, ouais, quand même, ça reste un peu daté, 2013, bah, prenons une assistance juridique. Là, chaque collectivité en dispose d'une. Ne pas hésiter à les faire travailler sur le sujet. On a quelques exemples concrets. Et là, je vais passer la parole à Roger qui va vous présenter donc, un exemple un peu plus concret. Et puis maintenant, les attentes techniques que l'on doit avoir sur les luminaires. Eh bien, merci Wilfried. Juste avant de se tourner du côté de Roger Couillet, alors j'ai reçu deux petites questions. Donc, je vous ai demandé des précisions via le module de questions-réponses, mais vous ne les avez peut-être pas vues. Alors, Monsieur Philippe Potier, si vous m'entendez, est-ce que, concernant votre question, vous pourriez nous préciser s'il s'agit d'une prestation de travaux et si cela concerne uniquement le luminaire? Donc, je vous laisse le temps de préciser votre question. En attendant, moi, je vous la pose quand même. Donc, sa question était: que penser d'une démarche pour la pose et fourniture d'une tête de mât LED à 165 €, C2E déduit? Et donc, il précisait, sachant que les tarifs avoisinent généralement 400 à 500 € par tête de mât. Alors, je vais me permettre de répondre. Là, si on est dans le cadre d'une prestation de pose, de toute façon, il va falloir qu'il y ait un marché public. Il va falloir interroger différents prestataires capables de poser. Là, c'est très clair dans la note. Si on est déconnecté d'une prestation, OK. Éventuellement, si on a le coût de valorisation des C2E, ça peut fonctionner. Mais s'il y a une prestation, là, pour le coup, c'est marché public obligatoire. Après, effectivement, 165 €, bah, ça veut dire que le luminaire, là, il a été valorisé autour de 60, 65, 65, 70 €, enfin, autour de 60 €, mettons. Et le reste, c'est de la pose. Alors après, pour un prix de pose, à 165 €, si on est dans le cadre d'un marché public avec une quantité non négligeable, c'est aussi pour ça qu'on fait des marchés, hein, c'est pour obtenir les meilleurs prix, mais en face, il faut y mettre des quantités importantes. Oui, c'est pas, on est dedans. C'est-à-dire qu'à ce prix-là, le luminaire est payé par la valorisation des C2E. Merci. Alors justement, Monsieur Potier nous a précisé, il s'agit bien de la fourniture et de la pose. D'accord. Donc, oui, c'est un prix de pose. La fourniture n'est pas compris dedans parce qu'elle est valorisée par les C2E. Merci. Alors, il y avait une autre question de Bruno Leduet. Donc, Monsieur Leduet, un petit peu pareil, en fait, je vous ai demandé des petites précisions pour m'assurer, en fait, que votre question était la bonne. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part via le module de dialogue et donc à nous dire si le sens de la question était bien celui que nous espérions. Et donc, moi, je vous pose néanmoins la question. Donc, Bruno Leduet, question posée par rapport au CMP marché de fourniture. Et donc, il nous dit, il n'en reste pas moins que la question de la fiche RES EC 104 se pose. Un marché de fourniture ne présuppose pas que l'installation se fasse par un professionnel. Et donc, la petite confirmation, précision que nous vous demandions, c'était savoir si la fiche RES EC 104 précise que la pose est à faire par un professionnel, donc facture entreprise ou attestation collectivité, pour une pose en régie interne. Donc voilà, je vous demandais si c'était bien ça le sens de votre question. Attendez, on va la fiche. Alors là, Roger, je crois qu'on avait vu ça. Hein. Alors, pour la petite information, Monsieur Leduet nous dit que la remarque se pose de manière générique. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la fiche? La preuve. Au niveau de la preuve de réseau par dépose. Voilà. La preuve, la dépose de luminaire, la mise en place de luminaire seul, le nombre de carrières,
mentionne la mise en place d'un nombre donné d'équipements. Je ne vois rien. Si on comprend bien la question, Si tu vois bien, on remonte un peu, Wilfried, tu vois, oui. réalisé par un professionnel. Tu vois, la preuve mise en place et réalisée par un professionnel. Donc, la preuve dépose des liminaires. Donc, pour un professionnel, pour une entreprise, il s'agira d'une facture ou pour une collectivité, d'une attestation qui, qui indiquera que les travaux ont bien été réalisés. La question, c'est ça, par rapport au marché public des fournitures, donc code de la commande publique. Sur la partie fourniture, rien n'interdit de faire un marché de fourniture ou d'acquérir de manière indépendante les luminaires et de les faire poser par une autre entreprise ou par sa propre collectivité euh, et de faire dans ce cas faire valoir les fiches REC. Alors, pour la petite info, Monsieur Leduet précise point 3 du troisième paragraphe de la fiche. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, oui, tout à fait. Oui. Donc là, si je prends l'exemple, si on est dans le cadre de cette prestation où on a des luminaires qui sont qui rentrent dans le cadre de cette démarche, à titre gratuit ou à 1 euro, vous pouvez acquérir ces luminaires. Par contre, il faudra fournir au pôle C2E la preuve comme quoi, donc, soit facture entreprise, soit attestation par entreprise, comme quoi les travaux ont bien été réalisés par un professionnel. Voilà. Merci beaucoup pour ces compléments. Pas d'autres questions pour le moment. Donc, effectivement, cette fois-ci, je vous propose de poursuivre et donc de passer la main à Roger. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais reprendre la main sur la présentation qui est très complète qu'a fait Wilfried sur cette problématique, notamment par rapport au code de la commande publique. Et donc, on va entrer un petit peu plus dans le détail, notamment sur un exemple concret qui nous est arrivé ici il y a un petit truc qui est passé sur l'écran, Wilfried. Hop, ton agenda. Hop, merci. En concret, donc, que j'ai pu voir. Donc, la première des choses, comme le disait Wilfried, nous avions au départ 0 € qui, entre guillemets, comment indiquerait gratuit. Mais ce dont j'avais entendu parler, c'était vraiment des luminaires à 1 euro. Donc, je disais, donc par rapport à l'exemple concret, donc, en tant que collectivité, nous avons également été démarchés, comme beaucoup de villes en France, sur cette opportunité, entre guillemets. Et donc, par rapport à cette opportunité, nous avions posé la question sur sur le modèle économique. Et donc, après avoir un peu échangé donc, au niveau de différentes collectivités, on s'est aperçu que le bon de commande, au final, était basé sur un devis avec un montant d'1 euro TTC. Donc, on n'est pas dans le, entre guillemets, gratuit ou 0 €. Donc, il y a bien quelque chose d'onéreux, donc avec une dépense. Et donc, de fait, on entre dans le code de la commande publique. Le formalisme, après, va différer suivant les seuils. On peut très bien avoir un bon de commande, un marché procédure adapté, un marché en fonction des différents seuils, mais aussi un simple accord sur devis suffit. Et dans les exemples dont je parle, un accord sur devis pour un montant à 1 euro peut tout à fait convenir au niveau de la forme du contrat. Alors, ce qui est important quand même, c'est le montant, c'est la quantité de luminaire généralement qui est mis en avant. Parce qu'au-delà d'une opération de travaux pour une ville, généralement, on est sur des opérations, si je prends une collectivité de notre taille, on va peut-être poser 400-500 luminaires par an en rénovation. Et dans ces conditions, on va prendre en compte les mises en conformité, les travaux. Et donc, on va intégrer toutes ces données. Là où on est, si je me mets à la place de notre ville, c'est comme si nous avions 10 000 luminaires à poser. Et c'est quelque chose qui, même si ça peut avoir un certain attrait en tant qu'en tant que fourniture, en termes de travaux, cela doit s'anticiper et se gérer, donc avec une certaine méthodologie. Première des choses, c'est le lieu de stockage. Il faut quand même savoir, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de ce que peut prendre un carton de luminaire, il y a quand même un lieu de stockage adéquat à prendre en compte. Donc ça nécessite déjà cette prestation. Ce qui m'a un peu surpris sur tous ces documents et sur les différents échanges que j'ai pu avoir avec d'autres collectivités, c'est qu'il n'y a aucun cadre contractuel sur ce devis. Donc, on fait bien le mot contrat, mais on
on ne fait pas de référence au CSCAG, donc fourniture courante et services, ce qui fait qu'il n'y a pas de cadrage juridique pour la collectivité. Tu peux avancer, Wilfried, c'est-à-dire quand je parle de cadrage juridique, demain, vous avez un matériel qui est prévu, vous signez un devis sur lequel je n'ai pas forcément vu non plus de date de livraison. Si le matériel vous arrive 8 mois plus tard, vous n'avez aucun recours juridique pour réclamer quelque pénalité que ce soit. Aucun. Parce que ça n'a pas été stipulé par rapport au CCAG qui protège quand même les collectivités. Donc ça, c'est quand même un point important. Autre chose au niveau des fiches techniques de tout luminaire d'éclairage aujourd'hui mis sur le marché que les collectivités sont amenées à poser, il est nécessaire que tous ces luminaires satisfassent aux dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2018, notamment pour une valeur du code de flux CIE numéro 3. C'est vrai pour tous les luminaires, quel que soit le fabricant de luminaires. Aujourd'hui, on est, nous, en tant que collectivité, incapables de vérifier à certaines grandeurs. Ce ne sont pas nos missions. On n'a pas les compétences ni les moyens pour vérifier, s'agissant essentiellement de données laboratoires sur lesquelles s'engagent le fabricant. Mais encore une fois, j'invite les collectivités à être très vigilants à ce qu'au moins les données apparaissent sur les documents, chose que je n'ai pas vue. Donc, je reviens sur les délais de livraison par rapport aux pénalités. Donc, sur ce que j'ai vu, là, une des premières questions qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu les quantités de luminaires engrangées, je me dis, mais quelle est la date maximale pour la pose? Entre poser 100 luminaires et 4000 luminaires ou 5000, il y a quand même un problème de délai en termes de mise en œuvre. Et donc là, sur ce que j'ai pu voir également, c'était pour fin d'année. Donc déjà poser, si je prends l'exemple de 4000 luminaires à poser avant le 31 décembre. Si les luminaires arrivent fin mai, début juin, il va rester 7 mois à la commune pour les poser. Donc, sur la base de 155 jours ouvrables, ça fait 26 luminaires à poser par jour, en posant tous les jours. Sachant qu'une équipe peut poser entre 8 et 10 luminaires par jour. Faites vite le cas. C'est 6 agents avec 3 nacelles à ne faire que ça pendant 3 mois. Donc, le fait d'avoir une opportunité financière en fourniture, avec des délais de livraison non maîtrisés et sur lesquels les collectivités, malheureusement, ne pourraient pas agir parce qu'il n'y a pas de cadrage juridique, m'a fait que l'on va se retrouver très vite adossé à devoir poser des luminaires afin de respecter l'échéance qui est reprise sur le contrat. Donc, grosso modo, si on prend 100 € de poste par luminaire, alors c'est vraiment un prix au ratio, c'est vraiment quelque chose qui est mis vraiment un ordre d'idée, ça fait environ 400 000 €. Est-ce qu'oublie, donc toujours je reviens par rapport à cette notion de quantité de luminaires, je reprends sur mes 100 luminaires quand on a posé, on va bien évidemment mettre en place des diagnostics pour vérifier la compatibilité du réseau, le diagnostic quant au réseau, au support, est-ce que les supports sont dimensionnés? Toutes ces prestations-là vont rentrer dans le code du code du travail, donc de la 17200, et souvent, ces estimations-là ne sont pas prises en compte. Donc, dans le coût qui est donné de 400 000, c'est hors mise en conformité. Il est illusoire de croire, bien qu'on essaie de nous faire croire, qu'on peut faire comme chez soi, juste remplacer l'ampoule et ça fonctionne. En éclairage extérieur, c'est faux. C'est complètement quelque chose qui est complètement faux, tout simplement parce que nous avons des installations électriques qui sont mises sur le domaine public, donc avec un risque potentiel pour les usagers, et qui sont exploités également par des travailleurs, donc pour les maintenir en état. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on les fait vérifier. Et donc, ces travaux de mise en conformité, outre les coûts, vont aussi rallonger les délais. Donc, si on n'a pas fait de diagnostic préalable de son patrimoine précis, de la mise en application des normes qui est affaire au Code du travail, on risque de se voir impossible de pouvoir respecter les délais sur lesquels les collectivités peuvent s'engager, notamment pour la fin de l'année. Donc, c'est quand même un point important que je tenais à signaler. Ce n'est pas aussi simple et aussi ludique qu'on voudrait bien nous le faire croire. Encore une fois, je ramène bien ça à la quantité de luminaires. C'est-à-dire que si vous avez la même prestation pour 10 appareils d'éclairage, le discours serait autre.
Là, je parle de 4 000, 5 000, 10 000 luminaires pour une collectivité. Il faut avoir en face les moyens techniques et financiers pour pouvoir les poser. Donc, quand on parle de moyens techniques, certaines caractéristiques sont nécessaires, me semble-t-il, en tout cas, aujourd'hui, pour pouvoir qualifier un appareil d'éclairage extérieur. Donc, outre les dispositions reprises dans l'arrêté du 27 décembre 2018, qui, lui, parle de prescriptions essentiellement liées aux fabricants et certaines liées en conditions d'installation, on peut, pour une collectivité, fixer des critères techniques, notamment en termes de maintenabilité et de qualité de matériel. Les premières donc, concernent donc la puissance active, qui va pouvoir déterminer le flux lumineux et qui est donc nécessaire à l'étude photométrique. La température de couleur, donc qui est réglementairement fixée pour certains types d'installations à 3000 Kelvin. Donc cette température, c'est quasiment la majorité des installations en France. Le dispositif de commande également qu'on peut mettre, je prends un exemple de détecteur, qui peut être intégré au luminaire, voire déporté. Tu peux avancer, Wilfried, merci. Les proportions de flux lumineux sortant du luminaire, alors en valeur nominale et en conditions d'installation, donc qui sont reprises dans les dispositions de l'arrêté. Le précablage du luminaire, notamment, qui va être fonction de la hauteur du mât, donc notamment d'avoir un câble à 5 conducteurs pour faire de la modification de programmation ou d'adaptation aux usages au niveau de la programmation des drivers. Donc ça, c'est un point important qui, aujourd'hui, est standardisé. Et l'autre avantage, c'est qu'on monte le luminaire câblé. Donc on a pu intervenir au niveau du luminaire pour effectuer différents raccordements. La mise en place de driver DALI, la mise en place de parafoudre, donc avec une intensité maximale de 10 kA lorsqu'il est déporté, les indices de protection IP pour le bloc optique. IP65 aujourd'hui est un standard, on va dire minimal, on peut aller jusqu'à IP66 pour le bloc optique et pour le bloc appareillage, un indice de résistance au choc mécanique à minima de IK 08, une classe électrique 2, voire une, mais généralement on est sur la classe électrique 2, une fixation d'un luminaire sur des candélabres ou des mâts en diamètre 60 luminaires, une fixation top, donc c'est-à-dire sur la partie supérieure du mât, ou en latéral sur des crosses de diamètre 42 ou 60 mm. Généralement, les appareils d'alimentation électronique intègrent une variation au point lumineux, donc notamment par le biais du protocole DALI, et permettent une variation à la main de commande. Donc, ces critères-là sont tous des critères, on va dire, standards qui devraient faire partie de tout cahier des charges sur des préconisations minimales. À cela, on peut indiquer également des spécificités, notamment parture bord de mer, front de mer, donc qui sont des exigences particulières. On peut également fixer l'intensité maximale du courant d'alimentation. On se dit, pour une collectivité aujourd'hui, on souhaite que l'intensité maximale soit de 750 mA pour essentiellement des contraintes de durabilité. La puissance, donc, on peut également, d'un point de vue énergétique, fixer des puissances actives maximales. Donc, avec l'intensité maximale du courant, fixer une valeur maximale de flux de manière à optimiser les études photométriques. On a également la durée de vie économique. On peut imposer aussi des durées de vie économiques avec un flux sortant du luminaire et restant à une date. Donc l'exemple qui est pris, c'est 80% du flux initial à une date de 70 000 heures. Donc ça veut dire on sait qu'à 70 000 heures, il va nous rester à minima 80% du flux initial. Ça, c'est une garantie contractuelle qu'on va vérifier sur site, notamment par les relevés des valeurs d'éclairement, mais qui est un gage de qualité technique d'un appareil. Et enfin, donc, le respect des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2018, comme j'expliquais en préambule tout à l'heure dans l'exemple, où chaque appareil installé aujourd'hui pour une collectivité doit fournir la preuve donc, à l'État, donc, dans le cas d'un contrôle, que le matériel mis en place est bien conforme aux dispositions du texte. Donc, les rapports ULR, la valeur du code de flux, la température de couleur, et pour ce qui concerne le projet, la densité surfacique de flux lumineux installé. Donc, toutes ces valeurs-là doivent apparaître, du moins
les trois premières dans les fiches techniques. Et ça, j'insiste vraiment sur ce point, elles doivent paraître. Après, va se poser la question de la maintenabilité et de l'interopérabilité. Aujourd'hui, lorsqu'on achète un matériel d'éclairage, quel qu'il soit, on se pose la question, c'est un matériel qui peut être très intéressant d'un point de vue coût. Cependant, dans 5 ans, 10 ans, que se passe-t-il si je dois maintenir mon appareil et si j'ai des... Est-ce que l'appareil sera maintenable et que se passe-t-il dans ce cas-là? Notamment donc, des critères que l'on peut mettre en place pour cette maintenabilité. On peut déjà mettre des vis imperdables. Donc aujourd'hui, on peut encore voir dans certains cas de figure un carénage qui se désolidarise de la vasque et du luminaire et qui est maintenu par le conducteur d'égalisation de potentiel. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter en termes d'appareil. Il faut vraiment qu'on ait des systèmes qui soient équipés de vis imperdables et qui permettent une fixation en position ouverte par un dispositif mécanique. On voit sur la petite photographie de droite une espèce de petite béquille. Donc ça, c'est le minima technique requis. Donc, si vous ne le précisez pas, vous pouvez très bien avoir un appareil d'éclairage qui, dont les deux parties carénage et partie optique, sera relié par le conducteur de protection. Donc c'est un point qu'on pourrait voir quelquefois. Les possibilités d'accès au driver. Aujourd'hui, si vous avez un appareil avec un driver moulé, c'est ce que j'appelle un appareil jetable. Vous ne pourrez jamais remplacer. Vous ne pourrez pas, ça a été moulé. Donc, l'interopérabilité est un critère du code de la commande publique. Donc, vous devez donc appliquer le code de la commande publique et il est possible de prendre en compte ce critère dans le jugement des offres. Un driver, un appareillage d'alimentation avec pilotage non démontable, donc non remplaçable, d'un point de vue développement durable, n'est pas recevable, en tout cas je mets bien des guillemets, au titre de la commande publique. Il faut donc pouvoir aller remplacer, changer ce driver. Sinon, vous vous engagez à remplacer le luminaire dès que ce driver sera hors service. Pareil pour l'accès au plateau LED. Il faut qu'on puisse avoir des plateaux LED, qu'ils soient débrochables et démontables. Donc, comme on a sur la photographie, donc il est fixé par des vis de fixation avec un connecteur. Et donc, il faut bien veiller à ces prescriptions. Donc, ce dont il est question sur cette diapositive sont des prescriptions techniques qui, en tout cas, nous semblent importantes d'être précisées dans le cahier des charges. Si vous ne précisez pas ce type d'éléments, vous risquez de vous retrouver avec du matériel de moins bonne qualité. Voilà, j'en ai terminé également avec cette présentation et nous sommes à votre disposition pour les questions. Eh bien, avant toute chose, merci à tous les deux pour votre belle présentation. Et donc, vous l'avez très clairement indiqué à tous les participants, c'est le moment de nous faire part de vos questions ou de vos remarques. Donc, pour commencer, j'ai Monsieur Bruno Leduet qui vous partage la chose suivante par rapport donc, à à votre dernière diapo. Donc, concernant la pose et aux yeux d'un professionnel du CERS, la question de la limite de prestation de garantie se pose sur l'installation d'une fourniture achetée par une maîtrise d'ouvrage. Tout à fait. Alors, je vais laisser peut-être Wilfried répondre sur la seconde partie de cette question. En effet, c'est dans ce cadre, c'est une règle générale, que ce soit par rapport à ce luminaire ou lorsqu'on achète un luminaire lambda, la question de la garantie se pose en termes, il n'y a pas de lien contractuel qui vous lie, qui va lier l'entreprise et le fournisseur du luminaire. Donc, ce lien contractuel, on va rentrer dans une garantie de travaux qui sera de 1 an, mais à moins que vous puissiez prévoir dans vos marchés des conditions particulières. Mais je vais plutôt laisser Wilfried répondre parce que je suis plutôt placé sur les marchés de travaux que sur les marchés de fourniture. Wilfried, si tu peux apporter les éléments, vraiment de réponse sur ça. Effectivement, donc j'ai mis à l'écran la question. Effectivement, c'est un poil plus complexe à traiter quand on n'est que sur un marché de travaux. Et donc, du coup, nous, par exemple, pour la collectivité à laquelle j'appartiens, on a décidé d'acheter du matériel, alors pas tout le matériel, hein, mais à peu près la moitié de ce que l'on va poser par l'intermédiaire de marchés de fourniture.
où là, on va avoir directement la contractualisation entre un fournisseur et nous. Et effectivement, aujourd'hui, si on prend des luminaires, on va être sur des délais de garantie de 5 ans. Et alors, bien sûr, ces délais de garantie est rentré dans notre système d'information et d'exploitation, notre SIE. Et si on a un problème dans les 5 ans, c'est bien nous, collectivité, en direct, qui retournons vers le fournisseur. C'est l'avantage de passer des contrats d'achat, de passer des contrats de fourniture. En marché de travaux, effectivement, un peu plus complexe parce qu'on va se retourner contre l'entreprise, on va se retourner vers l'entreprise travaux qui a posé le matériel et voir, elle, quelle garantie elle a obtenue dans le cadre de son achat, parce que c'est elle qui a porté l'achat. On voit que c'est un peu plus complexe et que c'est beaucoup plus simple que lorsque la collectivité porte le marché de fourniture. D'ailleurs, ça c'est une question hein, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le délai de garantie. Combien de temps vous allez pouvoir retourner vers le fournisseur pour obtenir une garantie et dans quelles conditions? Est-ce que c'est une garantie sur la fourniture? Est-ce que c'est une dépose du matériel défectueux et une pose du matériel voilà, garanti qui est prévu? À voir, parce qu'on peut tout à fait imaginer qu'on ait juste une garantie sur la fourniture. Donc ça, il faut se le faire détailler. Alors, du coup, j'avais également une question de Monsieur Bourrier Stéphane. S'il vous plaît, votre avis sur les drivers D4 et interopérables en version ZD4i. Alors, question de Stéphane bonjour Stéphane, sur cette question. Au niveau d'interopérabilité, je vais faire juste un rapprochement par rapport au code de la commande publique et non pas par rapport à un standard de fabrication. Aujourd'hui, on a un matériel qui est fonctionnel avec des caractéristiques techniques. Aujourd'hui, quand je parle d'interopérabilité, un prestataire, que ce soit un marché de fourniture ou un marché de travaux, doit s'engager sur une durée pendant laquelle le matériel sera remplaçable, interopérable, pour assurer les fonctionnalités pour lesquelles il a été conçu, indépendamment de la technologie employée ou du protocole mis en œuvre. Voilà, donc, si aujourd'hui, je prends l'exemple des luminaires, que ce soit pour un driver, pour un protocole ou un plateau LED, aujourd'hui, les critères tels qu'ils sont fixés, dans 10 ans, il faut que le luminaire puisse être puisse avoir les mêmes fonctionnalités à minima qu'aujourd'hui, si ce n'est mieux. Par contre, bien se poser la question, c'est si dans 10 ans, le luminaire ne pourra plus être maintenu d'une manière ou d'une autre, si tu as un problème de fabrication, technologique, aujourd'hui, quelle sera la position du fabricant dans ce cas? Mais ça, c'est à écrire dès le marché. Dès qu'on établit le marché de travaux fourniture, c'est de bien contractualiser ces éléments pour se prémunir. De ce que j'en sais, les fournisseurs commencent déjà à travailler sur ce sujet pour en avoir discuté avec eux, de pouvoir justement avoir cette notion d'interopérabilité, de recyclabilité dans le cadre des marchés. On est vraiment sur de l'économie, je veux dire, entre guillemets, circulaire. Et voilà, donc aujourd'hui, on essaie de prévoir et d'avoir un produit avec une durée de vie qui tienne compte de tous ces éléments, donc des évolutions futures. Voilà, je n'ai pas d'autres réponses plus techniques que ça à t'apporter. Je suis vraiment resté sur le cadre générique par rapport au code de la commande publique. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments. Je n'ai pas d'autres questions à l'heure actuelle. Donc, encore une fois, à tous les participants, si vous avez encore des interrogations, c'est le moment de nous les faire parvenir. En attendant, je me tourne une dernière fois vers vous. Est-ce que vous auriez envie de dire un petit mot de conclusion par rapport aux échanges de ce matin et à la thématique qui nous rassemble? Oui, alors moi, la conclusion, c'est que très clairement, hein, le monde de l'éclairage, le monde des travaux publics, des fournisseurs a été un peu secoué par cette nouvelle manière de faire. Il est possible que le système ait tout à fait sa place dans le panel des solutions qui existent. Pourquoi pas? Encore une fois, ça a été dit, ça permet de relancer la dynamique des C2E si elle a besoin d'être relancée.
Ça va dépendre vraiment des collectivités. Certaines ne l'ont jamais abandonné. Là, je me place dedans. Et effectivement, je reviens là-dessus. Ça nécessite d'avoir ou des forces à l'intérieur ou d'avoir des prestataires qui travaillent pour nous. Mais le jeu en vaut la chandelle quand même. On a vu qu'on parle entre 50 et 70 euros de valorisation. Donc, ça en vaut la chandelle. Donc, ça a eu l'avantage de remettre vraiment en lumière CC2E à l'échelle de l'éclairage public. Et c'est des systèmes qui peuvent fonctionner dès lors que c'est totalement encadré, comme on a pu le voir avec Roger, hein, aussi bien administrativement par la commande publique qui définit complètement la teneur d'un contrat et la manière dont on va vivre ensemble, collectivité, fournisseurs, entreprises, plus tard, et s'assurer que, bien sûr, la concurrence a été respectée. Donc ça, c'est pour le côté administratif des choses. Et il faut bien sûr cadrer le côté technique des choses. Parce que la plupart des maîtres d'ouvrage en éclairage public sont des constructeurs, ce sont les maîtres d'ouvrage, mais derrière, on doit exploiter les ouvrages. Et donc, il est évident que tout ce que l'on pose doit être de qualité pour que derrière, on ait une exploitation, on ait une maintenance qui soit aisée. Alors, pourquoi aisée? C'est pas pour se faire plaisir, c'est pas pour qu'on puisse partir rapidement en week-end, c'est pas ça. C'est parce que derrière, on a des clients, on a des communes, et donc on a des taux de panne que l'on doit respecter. Pour notre part, il faut qu'on soit inférieur à 4% de panne, un taux par rapport au nombre de luminaires qui est installé. Donc tout ça, on voit bien que les luminaires que l'on doit mettre en œuvre doivent être conformes à ce que l'on attend, à nos standards de qualité, pour respecter la satisfaction de nos clients. C'est la seule chose. Donc, un système on sait qu'il y a des exemples qui se mettent en place, hein, que l'on va suivre, que l'on va analyser, et qui sont condamnés à apporter satisfaction, parce que, encore une fois, enfin, il y a tout un monde qui gravite autour. Là, aujourd'hui, c'est Idealco qui travaille avec l'AFE, on aurait pu travailler avec la Fédération nationale des collectivités conseils d'intérêt et des régies, le syndicat de l'éclairage. On a été unis tous les trois pour proposer une première note. Mais ce que l'on va retenir, l'évolution, c'est que tout ça est positif, doit être encadré, mais est plutôt positif, parce que peut permettre à certaines communes, si elles respectent tout le processus que l'on vient de voir, de réaliser les travaux et de bénéficier d'un éclairage d'autant plus performant. Merci Wilfried. Alors c'est vrai que je rejoins tout à fait ce que tu dis, hein, sur cette approche. C'est quelque chose qui est totalement novateur par rapport au monde de l'éclairage extérieur. On était vraiment sur cette approche par rapport au C2E qui peut-être pas assez appliquée dans les collectivités, ça c'est un fait. Mais quand on regarde par rapport à l'échelle globale des C2E, l'éclairage, de mémoire, ça doit être 1% du montant total des certificats. Oui. Ça demande aussi beaucoup d'énergie, entre guillemets, pas électrique, hein, mais de matière grise pour pouvoir remplir ces dossiers. C'est assez fastidieux à remplir. Enfin, donc, c'est aussi pour ça que des prestataires se sont engouffrés, entre guillemets, et qui nous aident sur ces sujets. C'est très bien, c'est un point aussi positif. C2E, c'est une participation financière, donc elle intervient après les travaux. Donc, ce n'est pas une subvention, c'est quelque chose, une participation donc, qui est versée aux collectivités pour ce qui nous concerne. Maintenant, voilà, j'attire vraiment votre attention que ce ne soit pas non plus un miroir aux alouettes, ou ce que je dis souvent, c'est tout ce qui brille n'éclaire pas. Il faut être vraiment très vigilant sur ce genre de produits qui peuvent être très, très attractifs, mais qui, au final, vous causeront plus de soucis parce que vous aurez des contraintes temporelles à respecter. Et si vous n'avez pas anticipé ces contraintes temporelles par rapport à votre patrimoine et à l'échelle de votre projet, vous risquez de vous retrouver très vite coincé et de devoir peut-être payer les luminaires plein pot. Et donc là, pour le coup, ça vous sera une dépense importante, non prévue, et surtout que des luminaires que vous ne pourrez peut-être même pas poser parce qu'ils seront non conformes à la réglementation. Donc on est vraiment sur un cadrage juridique et technique sur lequel il faut être très, très vigilant. Encore une fois, il faut vraiment se retirer de l'esprit que l'éclairage extérieur, c'est comme chez soi, il suffit de remplacer l'ampoule. C'est totalement illusoire, comme on peut essayer de le faire croire. Il y a des règles à respecter. On est sur des installations électriques sur un domaine public extérieur, donc avec des risques pour les usagers, avec des prescriptions par rapport au code du travail. Et nos missions sont de faire respecter ces réglementations. Merci.
Eh bien, merci à tous les deux encore une fois pour votre présentation de la matinée, donc, qui nous a permis aussi d'avoir une très bonne approche de ce sujet. Merci aussi pour ces mots de conclusion. Je remercie aussi les participants pour avoir été avec nous. Et puis, écoutez, je vous propose donc de clôturer cette webconférence puisque je n'ai pas d'autres questions, mais les participants le savent, nous restons à disposition. Donc, n'hésitez pas à nous renvoyer un mail si des questions vous venez après la webconférence. Comme habituellement, celle-ci sera remise à disposition en replay sur Idealco, donc en début de semaine prochaine. Et vous pourrez également retrouver la présentation PowerPoint. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis par avance un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt sur le réseau Énergie. Merci à tous les deux et au revoir. Merci, au revoir. Merci Milena, au revoir. Au revoir. Au revoir Roger, à bientôt. Au revoir, Astrid. À bientôt, bonne journée, bon Au week-end. revoir à tous. Merci.